Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine à InfoTémis, processus d'annulation du transport scolaire, entrevue au sujet des ventes pour défaut de paiement de taxes de la MRCT, calendrier des activités témiscamiennes de la Journée internationale des droits des femmes et atelier de linogravure offert par l'artiste Édith Lapérière. Bonjour mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce bulletin d'information et revue de presse InfoTémis. Dur début de semaine pour les automobilistes et la population témiscamienne alors que la région a été aux prises avec des conditions météorologiques pour le moins exécrables le lundi 25 février dernier. Des précipitations de neige, de forts vents ont causé de la poudrerie et rendaient la visibilité nulle sur les routes, voire même archi nulle. La Sûreté du Québec a d'ailleurs demandé à la population de demeurer à la maison, d'éviter de prendre la route. De nombreuses sorties de route ou collisions sont survenues en raison des conditions routières. Heureusement, on ne déplore que des dégâts matériels et des blessures mineures. D'ailleurs, la majorité du réseau routier a été fermée à la circulation une grande partie de la journée pour des conditions jugées trop dangereuses. La municipalité de Nidlek a avisé sa population que les opérations de déneigement ont été interrompues dues aux trop grosses accumulations de neige. Les opérations ont repris plus tard lorsque le temps l'a permis. Plus de 125 résidences de Saint-Bruno-de-Guigue ont été privées d'électricité. La commission scolaire, Lac-Témiscamingue, a rapidement annoncé que les services de transport scolaire étaient annulés pour la journée, et ce pour toutes les écoles primaires, secondaires, les centres de formation aux adultes et professionnels, ainsi que le service de garde qui ont été fermés pour l'ensemble des élèves et du personnel. Le centre administratif aussi de la commission scolaire était également fermé. Et d'ailleurs, il y a plusieurs entreprises et organismes, dont la Caisse des Jardins du Témiscamingue, Agrimax, le restaurant Bournival, le Casse-Croûte La Gauloise, le Carrefour Jeunesse Emploi, Alpha Témis et plusieurs autres qui ont décidé de fermer leurs portes. Aussi, la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Témiscamingue a été mise en alerte. A mis en alerte ses pompiers des casernes de Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigue et Ville-Marie pour qu'ils soient prêts à intervenir rapidement en cas de situation d'urgence. C'est donc une journée mouvementée à cause de la météo qu'a vécu l'ensemble de la population témiscamienne le 25 février dernier. Parions qu'on en jasera encore pendant plusieurs jours, du moins jusqu'à ce que le printemps fasse enfin son arrivée. Chaque hiver apporte donc son lot de conditions météorologiques, mais il faut dire que cette année, la région et le reste du Québec goûtent à plusieurs cocktails de température qui occasionnent de bons casse-têtes lors des déplacements. Chaque matin, la population reste aux aguets pour savoir si le transport scolaire sera retardé ou annulé. Il faut dire que plusieurs facteurs sont pris en compte lorsque vient le temps de décider si le service de transport scolaire sera donné ou non. Nous avons rencontré M. Guy Bergeron, régisseur du transport scolaire pour la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, afin d'en savoir davantage sur tout le processus derrière cette prise de décision. On a une procédure qui est établie depuis plusieurs années. C'est une mesure qui existe aussi dans les autres commissions scolaires. Bon, notre procédure à nous, c'est que dès 5h30, quand on a un doute ou selon les prévisions annoncées à la météo, quand on a une prévision de verglas, peu importe de bruine, verglaçante, de brouillard, bien, ce que je fais, c'est que tout de suite, le matin à 5h30, je me lève. Je valide évidemment chez nous à l'extérieur ce que la température nous donne. Je vérifie aussi avec Météo Média sur nos applications, d'heure en heure, ce que ça peut nous donner.
parce qu'il faut comprendre aussi que c'est important de savoir est-ce qu'on peut sortir les élèves en sécurité? Oui, ça c'est une chose, mais suite à ça, on pourrait les sortir en toute sécurité, mais rendu à 3-4 heures, il y aurait un épisode de verglas ou une tempête, des vents, et là, on ne serait plus capable de le faire. Donc, il faut valider sur l'ensemble de la journée ce qu'on pourrait avoir comme température. Donc, suite à ça, quand que la validation est faite le matin avec Météo Média, s'il semble avoir du verglas ou de la neige, ce que je fais, la première chose, j'appelle le ministère des Transports, donc communément la voirie qu'on appelle. Donc, je valide avec eux, le ministère des Transports, le MTQ, à savoir les routes principales que dégagent, qui déneigent. Est-ce qu'ils sont bien faits? Est-ce que c'est carrossable? Et là, eux autres, ils me donnent le son de cloche. Par rapport, il y a un patrouilleur que je rejoins là, tous les matins. Et là, ils me donnent le son de cloche à savoir c'est quoi que ça donne. Suite à ça, évidemment, eux autres, ils font les circuits principaux, donc la 101, la 391, 382. Et ils ont aussi beaucoup de contracteurs qui font d'autres circuits. Donc, je valide aussi avec ces déneigeurs-là, plutôt, à savoir l'état des routes dans le secteur. La problématique ici du Témiscamingue, on s'entend qu'on a un très grand territoire et ce territoire-là peut varier beaucoup dans l'état des routes, l'état de la température aussi, d'un secteur à l'autre. Donc, ce qu'il faut valider, c'est que je valide avec les autres déneigeurs. Est-ce que les chemins sont bien déneigés? Y a-t-il des vents, de la poudrerie, etc.? Suite à ça, j'ai aussi ce qu'on appelle communément des conducteurs, on dit souvent dans le jargon des poteaux, des conducteurs qui, dans le secteur, s'il y a de quoi de particulier, eux communiquent avec moi. S'ils ne l'ont pas fait, moi, je communique avec eux. Mais si eux autres, ils voient, je ne sais pas, 6h moins quart, 5h45, que je n'ai pas appelé et qu'ils voient qu'il y a une situation particulière, ils vont communiquer avec moi. Suite à cette espèce d'information-là que j'ai reçue, je téléphone à mon directeur du transport scolaire, qui est Joël Fleury, et je lui donne l'information que j'ai recueillie. Suite à ça, bien, on discute de la situation, à savoir ce qu'on pourrait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on pense qui pourrait être bien de comment on réagit. Et suite à ça, notre décision est prise. Quand notre décision est prise ici, je dois valider aussi avec le secteur de Témiscamingue. Parce qu'on s'entend que Témiscamingue, on est à 1 heure du secteur centre et la température peut être vraiment différente. Donc, je valide avec eux. Eux, c'est la même chose. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont assignées à vérifier les températures, l'état des routes, tout ça, et ils me donnent le son de cloche. Et suite à ça, bien, c'est pour ça qu'on a des fois différents mots qui vont donner l'information sur notre site Internet, à savoir, pas des mots, mais c'est des messages. Donc, différents messages, à savoir que, exemple, Témiscamingue peut retarder de 2 heures et nous, on annule complètement, ou l'inverse. Donc, suite à ça, nos messages sont envoyés sur le site Internet. Donc, à partir de, normalement, vers 6h, 6h10 au plus tard, j'essaie d'envoyer sur le site Internet notre message Internet. Et quand mon message est envoyé sur notre site Internet, ensuite, là, je valide avec différents conducteurs qui font une chaîne téléphonique. J'informe mes transporteurs qui, eux aussi, ont une chaîne téléphonique à faire. J'informe la radio. J'informe aussi une personne de la Western Québec à Gatineau pour nos élèves anglophones à Témiscamingue. Et j'ai aussi, évidemment, une personne à Témis qui fait... en tout cas, finalement, on a une chaîne téléphonique qui se fait partout pour informer nos gens. Et comme je dis, à la radio, ici, ils passent le message régulièrement pour informer les gens. Et aussi, on a maintenant, avec notre système Internet, que les gens peuvent aller chercher le SMS, donc d'avoir l'information sur le cellulaire. Donc, quand j'envoie le message, moi, ça lui envoie un signal SMS sur le cellulaire, lui informant que soit il y a du retard, soit il y a un arrêt complet là, pour la journée du transport. Et il faut dire aussi qu'entre 6h10, il y a aussi une autre vérification qui est faite parce que ça se peut que le message change. Là. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui se passe dans ce délai-là? Bon, effectivement. Ce qui peut arriver à ce moment-là, quand il y a une deuxième vérification, c'est si on retarde le transport de 2 heures. Si on le retarde de 2 heures, exemple, un autobus qui partirait pour faire son parcours à 7 heures le matin, bien à ce moment-là, il va partir à 9 heures. Donc, moi, ça me donne 2 heures de vérification avec, encore une fois, les déneigements. Quand on retarde de 2 heures, souvent, c'est probablement, on doute qu'il y a eu de la poudrerie, il y a eu des vents, et c'est souvent, nos routes principales sont souvent correctes, eux autres. Ce qui est souvent à faire attention, c'est nos rangs.
nos routes rurales qui, eux, il y a des côtes, des courbes, évidemment, c'est pas sur l'asphalte, donc c'est sur fond de neige durci qui est souvent plus glacé. C'est ces routes-là qui sont plus à surveiller. Et là, en retardant 2 heures, souvent, on donne le temps aux contracteurs d'aller déneiger ces parcours-là. Ça veut dire que moi, si j'ai fait ma vérification normalement à 6h moins quart, donc 5h45, je refais la deuxième vérification à 7h45. Et c'est là que, si ça donne toujours le portrait d'une situation risquée, bien à ce moment-là, on annule complètement la journée. C'est là que notre deuxième message va venir en cause sur notre site Internet. Il y a aussi eu des situations où le transport a été annulé par mesure préventive en raison des annonces de la météo. Pouvez-vous un peu nous expliquer à ce moment-là là, comment ça se déroule dans votre journée? Bon, on a eu justement cette situation-là l'an passé, justement, que le matin, il semblait rien avoir de grave d'annoncé, mais selon Météo Média, dans l'après-midi, il y avait beaucoup de neige et beaucoup de vent de prévu. On le fait en prévision des sorties, mais aussi, bien entendu, des retournées à la maison. Donc, l'an passé, donc dans l'avant-midi, on avait eu plusieurs téléphones de gens, parce que c'est vrai, il faisait beau. Il faisait soleil même dans l'avant-midi. Et plusieurs gens disaient, pourquoi avoir annulé? Ça n'a aucun sens, il fait super beau. Mais dans l'après-midi, il s'est mis, justement, la météo a été exacte, là, il s'est mis à vanter et à avoir une poudrerie épouvantable, ce qui a fait en sorte que tout le monde était d'avis que la décision était vraiment excellente d'avoir pris cette décision-là. Mais la météo étant une science qui n'est pas nécessairement précise à tout point de vue, bien, ça peut arriver que des fois, on se fasse jouer le tour. Mais l'idée, c'est que notre décision, on la prend toujours de façon à ce que la sécurité des étudiants soit mise en cause là-dedans. On ne veut pas mettre la vie d'aucun étudiant parce que souvent, on a ce retour-là d'appel des gens ou des communications Facebook. Les gens disent nos enfants, c'est pas de marchandises et c'est pas ça qu'on ne le traite pas comme ça non plus. Là. Loin de nous de vouloir avoir des accidents avec des autobus, d'avoir des enfants blessés. Le but, c'est d'amener tout le monde en sécurité. Et je fais un petit point là-dessus. Chaque parent demeure quand même responsable de son enfant, c'est-à-dire que s'il n'est pas d'accord ou il doute de notre décision, bien, tout parent peut à tout moment décider de garder son enfant à la maison parce que lui, il risque que notre décision n'était pas correcte pour lui et c'est tout à fait légitime des parents de le faire, là. Nous, on le fait au meilleur de notre connaissance avec l'immense territoire qu'on a. Et oui, avec la météo, ça pourrait arriver qu'on se trompe. Mais si on se trompe, le parent prend la décision, c'est parfait, c'est correct. Là. On ne fera jamais de reproche à un parent à cause de ça. Là. Et justement, si un parent prend cette décision-là de dire « moi, je suis d'avis que c'est trop dangereux, je ne veux pas que mon enfant prenne la route », est-ce qu'il y a des démarches à faire là, du côté du parent? Bien, le parent, ce qu'il pourrait faire à ce moment-là, aviser l'école pour, en fait, valider l'absence de l'étudiant. C'est plus pour valider à ce que l'école soit informée. Il y a aussi une mesure qui est dans votre politique, c'est si jamais la température vient qu'à se dégrader au courant de la journée de façon un peu imprévue, il y a aussi une mesure d'urgence là, qui peut être appliquée. Oui, c'est une mesure qui est plus difficile, évidemment, à mettre en place parce que si jamais il y a une situation qui se dégradait et imprévue, on pourrait ramener les étudiants à la maison. La difficulté, c'est qu'avant de retourner les enfants à la maison, il faut s'assurer d'avoir rejoint chacun des parents. C'est ce qui complique un peu la tâche. Dans le fond, c'est que on ne peut pas ramener un enfant de maternelle, première année, deuxième année, exemple, à la maison si les deux parents sont au travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'assurer à ce que si on retourne les enfants à la maison, est-ce qu'il y aura quelqu'un pour les accueillir? Donc, c'est complexe là, quand on le fait. Mais c'est quelque chose qui peut se faire, mais évidemment, on s'assure que les enfants vont être en sécurité rendus à la maison. Maintenant, dans le cas où le transport scolaire est annulé, est-ce que les écoles sont systématiquement fermées? Bon, ça, dans la politique de la Commission, les 2 premières journées de tempête, les écoles sont fermées. Parce qu'on se trouve, il y a 4 journées pédagogiques que les écoles peuvent prendre. Les journées pédagogiques, c'est des PE flottantes qu'on appelle, que les directions d'école avec les enseignants peuvent prendre dépendant de leurs besoins, là, pour soit les bulletins ou etc. Et lorsqu'on a les 2 premières journées de tempête, nous, on va récupérer dans ces PE-là, donc ces flottantes-là, les 4 qui existent,
bien nous, on peut en récupérer 2. Et dans le cas où quand l'école est fermée, le service de garde est accessible à la population, mais est-ce qu'il est accessible à tous ou c'est vraiment seulement les bénéficiaires du service de garde? C'est effectivement ceux qui sont inscrits au service de garde qui peuvent bénéficier de ce service-là. Ouais. Donc, les autres parents doivent se garder les enfants à la maison ou trouver une alternative. Ils doivent avoir des oncles, des tantes, des grands-parents qui font le gardiennage, oui, effectivement. C'est la complexité quand on a ces températures-là, oui. Et on sait que oui, l'école est considérée ouverte après les 2 premières journées, mais en bout de ligne, c'est pas tous les enfants là, qui se rendent à l'école. Est-ce que ces journées-là sont complètement perdues ou sont reprises par l'école ultérieurement? Bien, en fait, dépendant du nombre de journées, les écoles, normalement, essayent de récupérer ces journées-là, de façon à, évidemment, être capable de donner la matière, là. Parce que c'est sûr que tous les enfants ne vont pas à l'école. Ça dépend aussi de certaines écoles. Il y a des écoles, il y a dans certains secteurs que beaucoup de parents amènent les enfants à l'école. Si je prends l'exemple du secteur de Témiscamingue, beaucoup de gens travaillent à l'usine et ils s'en vont vers 8 heures au travail. Fait qu'ils amènent les étudiants à l'école. Presque tous les élèves sont à l'école. Mais évidemment, c'est pas tous les secteurs. En majorité, on peut dire que les élèves ne sont pas nécessairement là. Et diriez-vous que c'est pire cette année? Parce que c'est un peu l'impression qu'on a. Diriez-vous que l'école a été plus souvent retardée ou annulée là, cette année? Bien, c'est pas pire, c'est seulement que c'est différent. Les années passées, on avait eu souvent des retards ou des fermetures d'écoles complètes d'une journée avant Noël. Ce qui n'a pas été le cas cette année. Cette année, avant les fêtes, on était chanceux. On a eu, avant Noël, deux petites mini-tempêtes, mais on a tombé que c'était les fins de semaine. Donc, ça n'a pas touché le transport scolaire. Donc, jusqu'aux fêtes, on n'avait rien. Après les fêtes, on a eu l'épisode de froid. Et ensuite, bien là, c'est mêlé la neige et un petit peu de verglas et tout ça. Mais si je regarde les statistiques, un peu qu'on se parlait tantôt avant l'entrevue, les statistiques nous donnent à peu près présentement, c'est le portrait à peu près régulier de ce qu'on a là. Ça varie de peut-être 5 à 6 journées complètes d'annulées et de 2 à 4 retards de 2 heures. Mais on dirait que c'est plus condensé cette année, donc ça semble un petit peu plus, un peu pire qu'à l'habitude. Et peut-être rappeler aussi au reste de la population que la sécurité, c'est l'affaire de tous, donc pas seulement du transport scolaire. Avez-vous des conseils de sécurité pour tous les usagers du réseau routier? Bien, justement, à la radio, ils en ont parlé beaucoup, les animateurs, de réduire la vitesse, suivre de plus loin, d'allumer le phare. C'est vraiment la logistique de la conduite, hein, d'adapter notre conduite. Il n'y a rien de plus sécuritaire comme méthode à prendre. Donc, d'allumer les phares, c'est sûr, parce que souvent, les gens vont avoir tendance à se fier que quand ils partent les autos, les lumières de jour allument. C'est vrai, les lumières de jour allument, mais souvent, sur certains modèles de véhicules, ils vont allumer à l'avant, mais il n'y a aucune lumière à l'arrière. Donc, d'allumer les phares vraiment comme en pleine nuit, c'est l'idéal. Parce qu'on sait qu'il y a toujours une rafale de neige qui se fait à l'arrière des véhicules et ça va venir bloquer un peu les lumières. Donc, désallumer, ça crée une chaleur et ça fait en sorte que souvent la lumière va se dégager là, par elle-même. Donc, ça donne, c'est ça, une plus grande visibilité. Le fait de ralentir notre vitesse, bien, on a plus de distance à pouvoir freiner et évidemment d'être plus attentif aux autobus qui sont sur la route. Et c'est pas pour rien que nos autobus sont jaunes. C'est pour être plus visible justement sur les routes, là. Dans les dernières années, la vente pour défaut de paiement de taxes de la MRC de Témiscamingue avait lieu le 2e jeudi du mois de mars. Toutefois, cette année, celle-ci aura lieu le 2e jeudi du mois de mai. La vente pour défaut de paiement de taxes est un processus qui permet aux municipalités et commissions scolaires de recouvrer leurs taxes impayées en vendant les immeubles sur lesquels il y a une créance existante, le tout par le biais d'une enchère publique dirigée par la MRC. Cette méthode de recouvrement ne nécessite pas l'obtention préalable d'un jugement et est prévue dans le Code municipal et les lois sur les cités et villes. Si votre propriété se retrouve sur la liste de vente ou encore si vous désirez vous porter acquéreur d'une propriété pour la valeur des taxes, voici plus de détails sur cette procédure. En fait, la vente pour défaut de paiement de taxes, c'est un processus qui permet aux municipalités ou aux commissions scolaires de récupérer leurs taxes en faisant vendre des immeubles pour le solde dû. En fait, ça nécessite aucun jugement préalable et ça permet vraiment aux municipalités et
aux commissions scolaires d'aller récupérer leurs taxes. Et après combien de temps un solde impayé se retrouve là, en vente pour paiement de taxes? Bien, en fait, ça, c'est au choix des municipalités. Parce qu'en fait, ils ont juste... La créance existe durant 3 ans, après quoi il y a prescription, mais sinon, c'est vraiment au choix des municipalités. Certaines, c'est 1 an, certains, c'est 3 ans. Donc, ça dépend vraiment de leur choix. D'accord. Et donc, si la vente pour défaut de paiement de taxes est faite dans le but de recouvrir les taxes scolaires et municipales, pourquoi c'est la MRC de Témiscamingue qui est impliquée dans le processus? Bien, pour 2 raisons. Premièrement, la MRC de Témiscamingue a le pouvoir d'imposer des taxes sur les TNO, le TNO de l'Aniel et le TNO des Lacs, en l'espèce ici. Puis, la deuxième raison, c'est que c'est le code municipal qui prévoit que c'est la MRC qui va faire ce processus-là pour les municipalités. Ça s'explique entre autres parce que les municipalités ont souvent peu de ressources à leur disposition, donc on fait ça une batch ensemble. Et les dernières années, la vente pour défaut de paiement de taxes avait lieu les 2e jeudis du mois de mars. Et cette année, c'est différent, ce sera le 2e jeudi du mois de mai. Pourquoi cette différence? Oui, en fait, encore ici, c'est le code municipal qui prévoyait la date fixée, à prévoir le 2e jeudi du mois de mars. Au niveau administratif, c'était compliqué un petit peu ici à la MRC. On tombait dans le délai des fêtes pour préparer les documents. Donc, ce qu'on a fait, c'est que par règlement, on peut modifier cette date-là. On a décidé que ça allait être le 2e jeudi du mois de mai. Donc, cette année, la vente pour taxes va avoir lieu le 9 mai. Et parlant d'étapes, là, quelles sont les grandes étapes de la vente pour défaut de paiement de taxes qui ont lieu avant le jour de l'enchère publique? Oui. Bien, en fait, la première étape, c'est vraiment pour les municipalités et la commission scolaire de nous transmettre leur liste des immeubles qui désirent vente en vente pour taxes. Par la suite, pour ce faire, ils ont jusqu'au 20 février de cette année pour les transmettre. Donc, nous, on reçoit ça. À partir de là, on envoie un avis aux personnes qui sont sur cette liste-là, par courrier recommandé. Et par la suite, il y a 2 affiches dans le journal durant le mois de mars pour s'assurer que les gens sont bien au courant des risques qu'il y a s'ils ne viennent pas payer à la MRC. Et justement, pour ces gens là, qui sont en cause dans la vente pour paiement, défaut de paiement, comment peuvent-elles retirer leur immeuble de cette vente? Oui, en fait, dès que nous on reçoit la liste ici à la MRC, c'est plus possible de prendre entente avec les municipalités ou la commission scolaire. Il faut vraiment qu'ils se présentent ici à la MRC. Puis pour ce faire, ils ont jusqu'à la veille le jour de la vente, soit le 8 mai. Puis ils viennent ici, ils payent le montant total qui est dû. On ne peut plus faire d'entente rendue ici. C'est vraiment le total des frais et le total des taxes. C'est pour ça que si, par exemple, il y a quelqu'un qui se présente de la semaine qui suit ou dans les premiers jours qu'on reçoit la liste, bien, nos frais ne sont pas encore cumulés. Fait qu'à ce moment-là, on va reprendre ses coordonnées. On va lui dire que quand un coup que notre état des frais va être complété, bien, on va pouvoir communiquer avec lui pour, par la suite, recevoir le paiement. Pour les personnes qui désirent acheter une propriété lors de la vente pour taxes, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Qu'est-ce qu'elles doivent savoir? Oui, en fait... le terme technique, c'est adjudicataire, mais en fait, c'est parce que la personne qui achète une propriété lors de la vente pour taxes, il y a un statut particulier, il ne devient pas propriétaire dans la première année. Par exemple, si vous achetez un immeuble le 9 mai 2019, en réalité, vous allez devenir réel propriétaire juste le 10 mai 2020, car il doit s'écouler un délai d'1 an dans lequel la personne qui était le premier propriétaire, qui s'est fait vendre son immeuble, il a le pouvoir de revenir exercer le droit de retrait là, et de revenir récupérer l'immeuble en payant les frais payés par l'adjudicataire plus le 10 plus un 10 C'est un peu technique, mais tout ça pour dire que l'adjudicataire, la personne qui achète le jour de la vente, il faut qu'elle sache que dans la première année, il n'y a pas tous les pouvoirs sur l'immeuble. Par exemple, il ne peut pas couper du bois sur la propriété. Il ne peut pas faire n'importe quelle construction. Il peut faire seulement des travaux d'urgence ou il n'est pas un réel propriétaire durant la première année. Ça, c'est un des éléments très importants à savoir. Il y a aussi, l'adjudicataire doit s'assurer avant d'acheter une propriété qu'il est conforme à toutes les lois et règlements. Par exemple, si c'est un terrain contaminé, c'est à lui de faire la recherche parce que par la suite, nous,
un coup que c'est vendu, on n'a plus le pouvoir d'annuler la vente, là. C'est vraiment à l'adjudicateur d'avoir la responsabilité de faire ses propres recherches quant au terrain. Parlant de frais, vous parlez que donc l'ancien propriétaire a 1 an pour payer les frais payés par l'adjudicateur. Oui. Mais est-ce qu'il y a aussi des frais de notaire qui s'ajoutent à tout ça? En fait, oui, dans nos états de compte, dans l'état de compte des frais, il va y avoir des frais d'ouverture de dossier, des frais pour la production de documents, les frais de parution dans le journal. C'est tous les frais-là que la personne va devoir rembourser à l'adjudicateur qui va avoir payé lui-même en premier lieu ces frais-là. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce dossier-là, qui contacter et comment? Ils peuvent me contacter, moi, ici à la MRC de Témiscamingue, le poste 234, ou par courriel à mon adresse qui est disponible sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue. Sinon, ils peuvent aussi contacter l'adresse générale qui vont me communiquer par la suite. Le 8 mars prochain aura lieu la Journée internationale des droits des femmes, une journée de célébration des droits des femmes, une journée de bilan des luttes menées et à mener, et aussi une journée d'action et de mobilisation partout dans le monde. Chaque année, le Centre de femmes du Témiscamingue organise une activité conviviale pour permettre aux femmes de se réunir et célébrer ensemble cette journée bien à elles. C'est vraiment une journée de revendication sur l'égalité, l'égalité homme-femme, de revendiquer tout ce qui a trait à la pauvreté, à la violence faite aux femmes aussi, fait que aux droits des femmes. Depuis que ça existe, en fait, c'est une journée qui est célébrée partout parce que on se rend compte que le féminisme est encore important aujourd'hui. Il faut en parler. Juste avec les événements du mouvement, moi aussi, on se rend compte que la culture du viol est encore super présente, qu'il y a beaucoup d'éducation à faire avec les jeunes. Puis c'est ça. Fait que le féminisme est encore super important. Il faut en parler, puis il faut se rassembler aussi pour célébrer. Hein. Et quelles sont les activités au Témiscamingue pour souligner cette journée? Cette année, le comité de la Journée internationale des femmes, en fait, qui est composé de la maison d'hébergement L'Équinoxe, le Calax du Témiscamingue, le Centre de femmes du Témiscamingue et ainsi que le CISAT. En fait, le comité a choisi d'inviter le Progestérone. Le Progestérone, c'est 3 comédiennes qui sont humoristes, en fait, là, qui amènent vraiment avec toute leur touche féministe, mais tout en humour. Ils font des sketchs, chantent. Ça va être vraiment très drôle. Je ne sais pas si vous avez vu leur crème pour la femme heureuse et imparfaite. C'est la crème Elle sans calice. C'est vraiment des femmes très drôles, puis je pense qu'on va passer une très belle soirée. C'est au Théâtre du Rif, le 8 mars, à 20h. C'est gratuit pour toutes les femmes du Témiscamingue, sont invitées à se présenter. Puis ensuite, on a une petite dégustation de l'Éden rouge là, suivant le spectacle. Pouvez-vous peut-être nous énumérer d'autres initiatives du passé qui ont connu un succès dans le cadre de la Journée internationale des femmes? Écoute, on a souvent fait des gros spectacles qu'on a impliqué beaucoup de femmes du Témiscamingue, des comédiennes, des chanteuses. Fait qu'on a fait des spectacles de variété, si on peut dire. On a fait aussi des événements comme l'année dernière, en fait, c'était un 5 à 7 en toute solidarité où on avait invité les femmes immigrantes à venir échanger justement sur leur réalité de femmes immigrantes au Témiscamingue, mais c'est sur aussi comment on peut mieux les accueillir. Puis, fait que c'était super intéressant. Il y avait cet échange-là qui était vraiment très, très intéressant. On a eu, dans le passé, là, en lien avec les ateliers Choisir de maigrir qui sont animés par Christine Meunier, c'était vraiment sur toute l'image corporelle. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important aussi, qu'on veut beaucoup dénoncer parce qu'il y a une grande pression mise sur les femmes, sur notre corps et être bien dans son corps, peu importe nos formes, nos rondeurs, notre grandeur, nos origines. Donc, fait que c'est ça. Fait que, sur la santé aussi des femmes, c'est quelque chose qui est important aussi parce que notre corps, on essaie aussi d'intégrer de plus en plus l'environnement aussi qui affecte beaucoup la santé des femmes. Donc, c'est des sujets qu'on aborde aussi parce que on porte les enfants de ce monde, les femmes. Donc, tout ce qui bouleverse les perturbateurs endocriniens, qui bouleverse nos hormones, qui bouleverse nos grossesses, les bébés qu'on porte, ça a une incidence sur les générations à venir importante.
Et généralement, quelle est la popularité de ces activités? À la Journée des femmes, là, ça dépend toujours quand on essaie de se déplacer sur le territoire. Fait que c'est sûr que quand on le fait plus central, autour de Ville-Marie, on accueille en général 150-200 femmes. Quand on s'éloigne un peu plus dans l'est, dans le secteur nord, ben là, des fois, c'est un peu plus, peut-être 75 femmes. Là. Fait que ça dépend des sujets aussi. Quand c'est des sujets un peu plus politisés, plus ateliers, des fois, les femmes, ils vont peut-être un peu moins se déplacer que quand on fait un spectacle de plus grande envergure. Et en se basant un peu sur l'historique de l'histoire des femmes, quel chemin direz-vous que le statut de la femme a parcouru et quel chemin reste-t-il encore à parcourir? C'est une grande question. Bien, tu sais, ça fait pas si longtemps que les femmes au Québec, on a le droit de vote. Ça fait pas si longtemps que les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque sans avoir besoin de la permission de leur mari. C'est vraiment des choses super importantes, des droits que les femmes ont acquis. L'accès à l'emploi, c'est quelque chose aussi qui est quand même assez récent dans notre histoire, là. Donc, on a parcouru quand même un grand chemin, mais nos acquis sont toujours fragiles. Le droit à l'avortement, c'est quelque chose qui est encore menacé, qu'on en entend. Des fois, il y a des gens vraiment de la droite ou les manifestants pro-vie aussi. C'est des droits qui sont fondamentaux pour notre droit à notre choix sur notre propre corps. Puis comme je parlais tout à l'heure aussi, par rapport aussi à la culture du viol, l'éducation aussi de nos jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons aussi, c'est super important d'apprendre à la notion du consentement. Puis ça, c'est dans tous les aspects de la vie, même pas juste par rapport à la sexualité. Donc, toute cette éducation-là qui est à faire, l'éducation à la sexualité qui va commencer bientôt à rentrer dans les écoles. Mais, en tout cas, il ne faut pas lâcher le morceau parce que c'est super important pour l'avenir des femmes. Puis, tu sais, il y a tout aussi l'aspect qu'on travaille beaucoup en lien avec la Marche mondiale des femmes. Fait que c'est toute la sensibilisation aussi à la réalité de vie des femmes partout dans le monde. Donc, on a encore beaucoup de chemin à parcourir au Québec. C'est juste aussi au côté de l'équité aussi en emploi, du salaire qui n'est pas encore le même salaire pour le même travail. Mais si on se compare partout dans le monde, on a un bon bout de chemin de fait. Puis c'est important d'être solidaire aussi avec les femmes du monde entier. Nous vous invitons d'ailleurs à surveiller notre programmation le 8 mars prochain où nous vous présenterons le film documentaire « Récolte de rêves » réalisé par Francis Cyr-Barrette en 2017. Plus de détails suivront via notre page Facebook. 13 participantes ont pris part à l'atelier de linogravure offert par l'artiste Édith Laperrière le samedi 23 février dernier. Ça se passait à la Galerie du Rift. Les participantes ont pu expérimenter différentes techniques de gravure et d'estampe pour en arriver à un résultat impressionnant. La linogravure est un procédé d'impression traditionnel en art imprimé qui permet la reproduction d'une image à partir de la technique de la gravure en relief. Édith Laperrière expose présentement à la Galerie du Rift une série d'impressions sérigraphiques inspirées de l'architecture agricole du Témiscamingue. Elle est détentrice d'un baccalauréat en arts visuels de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La Galerie du Rift prévoit organiser d'autres formations spécialisées au cours des prochains mois. On aime beaucoup utiliser le fait que les artistes présentent leur exposition dans la galerie pour les inviter à donner un cours. Donc, Édith, comme elle travaille principalement en art imprimé, on trouvait ça intéressant de faire un cours d'initiation à la linogravure. Donc, il y en aura d'autres à venir. Il y en a eu dans le passé aussi. C'est une façon aussi pour l'artiste de rencontrer les gens. Parfois, ils ne viennent pas nécessairement du Témiscamingue, donc c'est une façon de faire de la médiation culturelle, de faire rencontrer des artistes aux gens du Témiscamingue pour qu'ils comprennent tout le processus aussi de création derrière une exposition. Moi, j'ai eu un coup de cœur quand je suis arrivée à l'Université à Trois-Rivières. J'allais là pour faire du verre soufflé, puis finalement, j'ai vraiment trippé en sérigraphie puis en gravure. Fait que j'ai eu un coup de cœur, puis les profs étaient super compétents là-dedans, fait qu'ils m'ont transmis leur passion, puis c'est pour ça que je fais encore ça aujourd'hui. Moi, je fais beaucoup de sérigraphie.
C'est juste que, tu sais, pour faire de la sérigraphie, ça prend un atelier qui est vraiment conçu pour ça. Fait que je pouvais pas faire un coaching là-dedans aujourd'hui, mais la linogravure, c'est vraiment quelque chose qui s'apparente un peu, tu sais, physiquement à la sérigraphie. Fait qu'au niveau de la gestuelle puis tout ça, c'est vraiment similaire. Mais il y a des techniques de gravure en creux, comme des pointes sèches. On peut travailler sur cuivre, plexiglas, faire de la collagraphie sur du carton aussi. Fait que c'est quand même assez varié, là, les procédés qu'on a en art imprimé. La linogravure, c'est un procédé de gravure en relief. Donc, on doit retirer de la matière dans une plaque de linoléum qui nous permet, à la suite de ça, de l'imprimer puis d'avoir des copies comme une estampe traditionnelle. On peut faire un paquet de cartes avec ça, des cartes de Noël, des cartes d'invitation, des napperons de cuisine. Enfin, c'est infini, là. C'est une belle manière de s'initier à l'art imprimé. La linogravure, c'est simple à faire. Puis, tu sais, pour quelqu'un qui ne s'est jamais initié, là, c'est une bonne manière de commencer. Bien, en fait, c'était presque complet aujourd'hui. Il restait seulement 2 places sur une possibilité de 15. Donc, on était vraiment un beau groupe. La dynamique était super. Je pense que tout le monde a bien apprécié aussi. J'ai participé aussi là, en tant que participante. Puis, je trouvais ça super rafraîchissant parce que c'est des offres qu'on n'a pas régulièrement. On est peut-être plus habitué de voir de la peinture ou des choses comme ça. L'inogravure, j'en avais déjà fait par le passé, mais c'est pas quelque chose que j'étais habituée de faire. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir une offre qui est diversifiée pour les gens d'ici. On a fait vraiment un procédé d'impression une seule couleur en lino. Donc, les participants ont commencé en faisant un dessin sur un papier qu'ils ont transféré sur une plaque de linogravure. Puis après ça, ils ont gravé la plaque avec une gouache. Puis là, présentement, on est en train de faire l'impression des plaques, là. Fait qu'ils voient vraiment le processus de A à Z, là, comment ça se fait, là. Bien, c'est sûr que moi, j'aime quand même beaucoup les arts en général. Donc, ça, c'est déjà un attrait pour moi. Puis d'essayer de surpasser, peut-être justement, de passer à l'acte, comme on dit, là, de tenter la technique, puis d'avoir une nouveauté, là. C'était surtout pour m'amuser aussi. Bien, j'aime l'art, donc d'en faire, là. Donc, je fais un peu de faux vitrail, mais là, c'était vraiment nouveau pour moi. J'avais fait ça en secondaire 5, puis déjà, là, j'avais l'idée de vouloir recommencer. Donc, quand j'ai vu que c'était là, une activité qui allait se faire au RIF, bien, j'ai dit, mon Dieu, c'est le temps. Fait que j'ai invité une amie, puis on est venu, puis vraiment, je suis très satisfaite. Bien, j'ai quand même bien aimé ça. Ça me sortait de ma zone de confort, donc, tu sais, déjà là, c'était enrichissant pour moi. Puis, non, on avait un beau groupe, une belle dynamique, là, c'était bien. Edith, c'est vraiment une très bonne pédagogue. J'ai été enseignante, donc je sais là, de quoi je parle. Elle a vraiment une façon d'expliquer les choses, puis assez rapidement, mais pas trop compliqué, puis elle nous met à l'aise. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui est important quand tu commences une nouvelle activité comme ça, une nouvelle stratégie. Bien, à date, je pense que c'est une belle découverte parce que justement, ils n'ont pas eu la chance d'expérimenter ça beaucoup dans le passé, puis de voir le résultat quand on grave avec beaucoup de temps une plaque de linoléum versus l'impression qui est très rapide. C'est quand même intéressant de voir, mettons, sur quoi on a travaillé pendant tout ce temps-là, puis le résultat que ça donne, là. Fait qu'à date, c'est positif. De graver dans la plaquette, là. Ça, j'ai adoré ça. C'était d'y aller doucement, puis on devient comme zen là, en faisant ça, parce que c'est pas compliqué, tu as déjà tracé, donc tu y vas tranquillement, doucement. Puis avec ça, ben, tu as l'impression là, de voir apparaître ton projet de plus en plus. Là. On a depuis quelques mois une animatrice culturelle, ce qui nous offre la possibilité d'offrir de plus en plus d'ateliers. Donc pendant les PE scolaires, on offre des ateliers pour les enfants de plus en plus. Et j'aimerais aussi développer beaucoup un filon pour adultes, pour artistes ou débutants. Il y en a aujourd'hui dans les participants qui n'avaient jamais touché à l'art en général. Donc vraiment de développer un créneau pour les adultes qui aimeraient s'initier à l'art ou pousser un peu plus loin les connaissances qu'ils ont déjà. Donc, on a un cours de photographie qui va venir bientôt dans les prochains mois aussi. Donc, restez à l'affût pour voir les offres d'activités qui s'en viennent. C'est le 20 février dernier que se tenait la séance ordinaire du Conseil de février de la MRC de Témiscamingue. Le dossier piscine, le règlement sur la rémunération des élus, de même que le Fonds de développement des territoires, le FDT, ont fait l'objet des discussions. Afin de mener à bien son mandat initial axé sur la mise en place d'une nouvelle infrastructure aquatique pour le territoire, la MRC a octroyé un mandat à l'Escabeau, coop de travailleurs.
3 objectifs structurent ce mandat, le premier étant de prendre connaissance des besoins du milieu, le second vise à identifier, analyser et recommander les scénarios les plus légitimes et envisageables en termes d'équipement, d'emplacement et de modèles de gestion. Et le dernier objectif est axé sur la consultation, la concertation et la mutualisation des ressources du milieu. Dès la fin du mois de mars, l'équipe de l'Escabeau sera à la tâche et ce jusqu'en septembre. Le projet de règlement visant la rémunération des élus a été aussi adopté suite à une modification de la loi fédérale qui, depuis le 1er janvier 2019, considère la rémunération d'un élu comme un revenu imposable. La MRC de Témiscamingue a appliqué dans ce nouveau règlement la recommandation de la Fédération québécoise des municipalités qui suggère une bonification de 15 % de la rémunération des élus. La préfète de la MRCT, Claire Bolduc, a précisé que lorsqu'un élu siège au conseil de la MRC, il reçoit une allocation de 150 $. Une allocation de 55 $ par rencontre est allouée à un élu lorsqu'il participe à un comité pour lequel il a été délégué par la MRC. Selon elle, appliquer 15 % sur ces montants ne représente pas une hausse considérable ni un avantage financier pour nos élus. Il s'agit d'une mesure palliative du fait que cette rémunération est maintenant imposable. Au niveau maintenant du FDT, dans le volet 3 projets spéciaux, les élus ont entériné le soutien financier du programme cadet de la Sûreté du Québec. Ce projet permettra le déploiement de 2 cadets formés en sécurité publique pendant 8 semaines de juin à septembre 2019 sur l'ensemble du territoire de la MRCT. Ces nouveaux effectifs encadrés par la Sûreté du Québec effectueront entre autres des activités de surveillance et de prévention lors d'événements et de la sensibilisation aussi auprès de la clientèle jeunesse en matière d'alcool et de stupéfiants. Un montant de 10 000 $ a été alloué à la mise en place de ce projet pilote sur le territoire témiscamien. En fin de rencontre, les élus ont pris acte d'un nouveau projet de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, la mise en place d'une haute distinction honorifique nommée la médaille régionale. Cette distinction sera décernée à des hommes et des femmes qui ont fait une différence dans le développement et le rayonnement de la région. Pour ce faire, chaque MRC du territoire sera invité à soumettre une candidature par année. Le récipiendaire de la médaille régionale sera connu lors d'un événement festif organisé par la Conférence des préfets qui visera à rassembler tous les élus de l'Abitibi-Témiscamingue. Les détails entourant ce nouveau projet seront divulgués prochainement par la Conférence des préfets. C'est à suivre. Lors de la rencontre des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue qui avait lieu le lundi 18 février dernier, l'avenir des pavillons de Guérin et de Rémigny de l'école Le Triolet a été discuté, ainsi que de l'intention de les fermer. Selon les informations de la journaliste Claudel Rivard du journal Le Reflet, les commissaires ont également adopté le calendrier des consultations publiques pour éventuellement prendre une décision de fermeture qui serait efficiente en janvier 2020. La raison de cette décision est la baisse de clientèle importante des élèves de l'école primaire Le Triolet. Au niveau du calendrier, pour permettre la fermeture d'une école, le Conseil des commissaires doit ouvrir une intention de fermeture environ 18 mois avant la date officielle de la dite fermeture. Ils doivent donc émettre un avis à ce propos dans les médias avant le 1er juillet de cette année. Du mois de juillet jusqu'à la fin du mois de septembre, les gens pourront déposer un avis. Ils pourront venir à la commission scolaire pour récupérer toute la documentation à ce sujet qui leur permettra de comprendre les décisions prises. Une séance publique d'information de consultation aura lieu le 29 octobre à Guérin. La décision sera prise de fermer ou maintenir les pavillons au mois de janvier 2020. Si fermeture il y a, elle sera, comme je vous le disais, efficiente le 1er juillet 2020. Pour ce qui est des élèves, la commission scolaire en est actuellement à déterminer où iront les enfants qui étaient localisés dans ces 2 pavillons si la fermeture a lieu. Pour l'instant, l'idée serait que tous les élèves du Triolet iraient au pavillon de Nédelec. Cependant, selon Nicole Lavoie, directrice des services éducatifs et complémentaires, il n'y a pas assez d'élèves pour maintenir tous les niveaux et ils devront donc réaliser un partage de clientèle avec l'école de Notre-Dame-du-Nord. Le problème de baisse de clientèle est de taille car pour la rentrée 2019 en maternelle, il n'y a que 4 élèves pour l'école du Triolet. Il n'y a donc pas assez d'enfants pour qu'ils puissent ouvrir une maternelle et devront donc partager leur clientèle avec l'école primaire de Notre-Dame-du-Nord pour avoir ce service. Il se pourrait même qu'en 2019, malgré le fait que les pavillons ne seront pas fermés, qu'aucun enfant n'y soit affecté car le ministère ne finance pas les groupes composés de moins de 6 élèves.
Toujours selon les informations de la journaliste Claudel Rivard, le service de transport sera aussi repensé. Madame Lavoie a indiqué vouloir augmenter le nombre d'autobus et ainsi créer des circuits qui sont plus rapides pour les enfants. Il est aussi question de vie-école dans ces réflexions. En effet, lorsqu'il n'y a que 10 ou 12 élèves, il est plus difficile de rendre la vie-école dynamique. Le choix de conserver le pavillon de Nedelec au lieu de celui de Guérin ou de Rimini s'explique aussi par plusieurs raisons. Pour ce qui est du pavillon de Rimini, il n'appartient pas à la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Ils n'y sont que locataires. Le pavillon de Guérin, quant à lui, est adapté pour les tout-petits et nécessiterait plusieurs travaux pour accueillir une plus forte population d'élèves. Dans le secteur nord, un comité qui se nomme « Rêvons notre triolet » s'est mis en place. Il est composé de parents, grands-parents ou citoyens qui ont à cœur de conserver les pavillons dans les différents villages du secteur nord. Ils se sont regroupés pour trouver des alternatives. Radio-Canada a appris que le seul reconstitutionniste de niveau 4 en scène d'accident en Abitibi-Témiscamingue n'est pas disponible depuis 2016 et qu'il ne le sera pas avant au moins 2020. Des policiers ont confié à Radio-Canada de craindre que des gestes potentiellement criminels soient ignorés en raison de cette situation. Le reconstitutionniste de niveau 4 est le seul suffisamment formé pour enquêter sur des accidents pouvant mener à des accusations criminelles. Le fait de ne pas en avoir dans la région fait en sorte que des enquêteurs en scène collision de niveau 2, qui sont moins formés, sont appelés sur la majorité des accidents. Toujours selon les informations de Radio-Canada, le 15 février dernier, la route 117 a été fermée pendant plus de 10 heures puisque les policiers attendaient un reconstitutionniste venu de l'Outaouais. La Sûreté du Québec affirmait que celui de l'Abitibi-Témiscamingue n'était pas disponible. Or, Radio-Canada a appris que celui-ci est directeur régional syndical à temps plein depuis 2016 et que la SQ ne l'a jamais remplacé. Le déplacement d'un policier de Gatineau ou de Montréal engendre des coûts importants pour la SQ. Des policiers ont d'ailleurs confié à Radio-Canada recevoir des pressions de la part de leurs supérieurs afin d'éviter de faire appel à un reconstitutionniste de niveau 4, à moins d'être absolument convaincus que ce soit nécessaire. Une situation qui créerait, dit-on, un certain malaise dans l'organisation. D'ailleurs, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien, a avisé la ministre de la Sécurité publique afin de discuter de la possibilité d'avoir un reconstitutionniste de niveau 3 et 4 dans la région en tout temps. Au total, dans la province, la Sûreté du Québec aurait un peu plus d'une quinzaine de reconstitutionnistes avec une formation de niveau 4, alors que la police provinciale de l'Ontario en compte 70. La formation pour ces policiers est échelonnée sur plusieurs semaines et est normalement offerte aux États-Unis. Tel qu'indiqué par Radio-Canada, la région pourrait être privée de reconstitutionnistes de niveau 4 pour encore longtemps, puisque leur seul reconstitutionniste occupe actuellement une fonction à temps plein au syndicat jusqu'en 2020 et il aurait l'intention de solliciter un autre mandat syndical jusqu'en 2024. Le Parc national d'Aiguebelle aura un nouveau directeur dès mai prochain. Danny Garot, l'actuel directeur du parc d'Opémican, succédera à France Simard qui prend sa retraite. Rencontré par le journaliste Boilem Adjouti de ICI Radio-Canada Régional, Danny Garot affirme qu'il y a une belle complémentarité entre les deux parcs. Il y voit aussi beaucoup d'opportunités de travail entre les deux parcs, de création, de synergie, soit au niveau promotionnel ou opérationnel. Selon lui, ce sont deux parcs qui ont une belle complémentarité à la base en termes de produits. Selon les informations de la journaliste Lise Millette de ICI Radio-Canada Régional, un incendie a complètement détruit le commerce Lauzon Équipement de Notre-Dame-du-Nord dimanche soir dernier. Les pompiers ont été dépêchés sur les lieux vers 23h20, mais la lutte contre les flammes a été difficile. Richard Plot, responsable des services incendie, a indiqué que le vent a compliqué le travail des pompiers. D'ailleurs, des pompiers de Saint-Bruno-de-Guigue et de Nedelec se sont joints à ceux de Notre-Dame-du-Nord. Ils ont combattu l'incendie jusqu'aux petites heures du matin. L'immeuble est une perte totale et personne ne se trouvait dans l'immeuble qui compte aussi des appartements. Le propriétaire du commerce, Benoît Lauzon, était sur place en soirée pour constater le sinistre. On ignore la cause de l'incendie pour le moment. Des citoyens du Témiscamingue réclament depuis plusieurs mois la réouverture de la pêche blanche sur le lac Kipawa. Tel que décrit par le journaliste Boilem Adjouti de ICI Radio-Canada Régional, la pêche hivernale est interdite sur ce plan d'eau jusqu'en 2020 dans le but de contrer la baisse du Touladi.
Les membres d'un comité de promotion de la pêche blanche tentent sans succès depuis plusieurs mois de convaincre les responsables du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs de reviser leur position. Pour Paul Bérubé, membre du comité, la pêche blanche est une activité très importante dans la région, un événement de famille et entre amis. Les citoyens veulent donc que le ministère reconnaisse que le marnage est la vraie menace pour le Touladi. Dans leurs échanges avec les responsables du ministère, ils disent qu'ils sont prêts malgré tout à accepter des restrictions pour permettre la pêche blanche et réduire la pression sur le Touladi. Le ministère écarte cette possibilité qui affecterait, selon lui, le programme de repeuplement qui est en cours. Les citoyens demandent l'appui de la MRC de Témiscamingue dans ce dossier. La préfète Claire Bolduc dit que son administration n'a pas encore pris position. Le comité mène aussi actuellement un sondage sur la pêche blanche auprès des citoyens. C'est la semaine du 11 au 15 février dernier que se tenaient les journées de la persévérance scolaire sous le thème « Nos gestes, un plus pour leur réussite ». Et pour l'occasion, le comité local en persévérance scolaire du Témiscamingue a mis de l'avant plusieurs activités qui se sont déroulées tout au long de la semaine. Parmi celles-ci, notons l'activité « L'arbre de la persévérance » proposée aux milieux municipaux, scolaires, aux entreprises et organismes communautaires. Les personnes œuvrant dans les différents milieux étaient invitées à créer un arbre et à inscrire un petit geste encourageant la persévérance et la réussite chez les jeunes. Un montage des clichés est publié sur la page Facebook du comité local en persévérance scolaire du Témiscamingue. Outre cette activité, plusieurs objets promotionnels ont été remis aux élèves des écoles primaires. Parmi ceux-ci, des petites roches avec des mots inspirants et encourageants ont été remis aux élèves de première à quatrième année. C'est grâce à la participation de la table de concertation des personnes âgées et au Club de l'âge d'or de la Tulipe que ce projet a pu être réalisé. Finalement, le jeudi 14 février avait lieu la traditionnelle distribution de pommes, le fruit associé à la réussite et à la persévérance. Ça se passait aux quatre coins du Témiscamingue. En plus de recevoir une pomme, les automobilistes recevaient un complément d'information en lien avec l'importance de l'équilibre entre le travail et les études. Depuis maintenant 14 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éducative des jeunes dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Célébrées chaque année au Québec durant la 3e semaine du mois de février, ces journées de campagne nationale visent à rappeler que nous avons tous un rôle à jouer dans la persévérance scolaire des jeunes, et ce, tout au long de l'année. L'Union des municipalités du Québec a lancé l'appel de candidature pour l'édition 2019 des prix Francine Ruet-Jutras et personnalité de la relève municipale. Ces deux distinctions reconnaissent l'apport et le travail des femmes et des jeunes d'exception qui se démarquent sur la scène politique municipale. Cette distinction, décernée pour la première fois en 2013, rend hommage à l'ex-mairesse de Drummondville qui a présidé l'UMQ de 2002 à 2004, faisant d'elle la première femme à occuper ce poste. Les détails et le formulaire de candidature sont disponibles sur la page du concours et la date limite pour participer aux deux concours est le 5 avril 2019. Les noms des lauréates et des lauréats seront dévoilés le 10 mai prochain lors des assises annuelles de l'UMQ à Québec. Et nous vous invitons bien sûr à soumettre des élus témiscamiennes. Tel que décrit par la journaliste Tania Neveu de ICI Radio-Canada, l'effondrement d'une partie de la toiture de la maternité porcine de Béarn a coûté la vie à 158 truies. C'est ce qu'a confirmé la direction de l'IMEL. Rappelons que 1/8 de la toiture s'est récemment effondrée, touchant la section de la stabulation libre, l'endroit où les truies peuvent circuler dans des aires ouvertes. Au total, 1050 truies ont été relocalisées à Sainte-Eugène-de-Guigue et dans la quarantaine de la Verlochère, des municipalités voisines. Les 4 maternités porcines du Témiscamingue ont été construites de la même façon, suivant le même plan. Olimel affirme que la structure affectée sera reconstruite tout en maintenant des conditions de biosécurité et une enquête est en cours afin de connaître les causes exactes de cet effondrement. Un récent article signé par la correspondante Émilie Rivard-Boudreau sur le site Internet de La Terre de chez nous nous raconte l'histoire de la Témiscamienne Édith Lafont, une véritable passionnée des animaux, aujourd'hui seule propriétaire de la ferme Témistar. Cela fait bientôt 21 ans que la productrice se donne corps et âme pour son exploitation et au lendemain de sa séparation, il y a 2 ans et demi, elle a choisi de prendre seule les rênes de l'entreprise malgré tous les défis que cela allait entraîner. Cet article nous décrit donc les défis de Mme Lafont, ce qu'elle a dû surmonter et toute l'aide aussi qu'elle a reçue de son entourage. De plus, il est question de la relève parce que 3 de ses enfants présentent aussi de l'intérêt pour l'agriculture. Ils ont été formés à l'Institut de technologie agroalimentaire, l'ITA.
Le troupeau de Témistar est composé de 88 vaches, en plus d'une quarantaine d'animaux de remplacement. La superficie des champs totalise 225 acres. En 2016, l'entreprise a investi 1,8 million de dollars pour construire une nouvelle étable et y intégrer un système robotisé de traite. Voyez donc tous les détails là-dessus sur laterre.ca. Et voilà ce qui complète InfoTémis pour cette semaine. Nous vous invitons à continuer de suivre notre page Facebook afin de voir certains reportages et des informations en primeur. Aussi, visitez notre site web pour avoir tous les détails de notre programmation. C'est sur témis.tv. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.